Bonjour et bienvenue. Mon nom est Sally Guy, je suis directrice de politique ici à l'Association canadienne des travailleuses et des travailleurs sociaux. Et j'ai le plaisir d'animer la présentation d'aujourd'hui, intitulée I égale I, une stratégie hautement efficace pour prévenir le VIH. Alors, la journée mondiale du sida a eu lieu le vendredi 1er décembre. Et pour marquer cela, nous sommes si heureux de collaborer avec Katie pour nous parler de certaines des dernières recherches passionnantes sur le VIH. Vous aurez une bonne introduction à Katie dans juste une minute, mais brièvement, Katie est la source canadienne des renseignements sur le VIH et l'hépatite C. Avant de présenter notre conférencier, tous les détails dont vous avez besoin, comme comment accéder aux diapositives, ou trouver plus d'informations, ou trouver votre certificat de présence, tous ces détails-là peuvent être trouvés dans le widget Formalité qui s'est affiché lorsque vous avez connecté. Cela dit, j'ai l'honneur de présenter notre conférencier, Michael Bailey. Michael est directeur de la réalisation des programmes chez Katie. Vivant depuis 25 ans avec le VIH, il a fait du bénévolat et a travaillé pour les organismes au Québec et en Ontario pour la bonne partie de ce temps. Il est passionné par le travail que fait Katie et est fier de travailler avec des bénévoles qui font si grande différence dans la vie des gens qui servent. Avec cette introduction, nous sommes très honorés de lui avoir avec nous aujourd'hui. Et maintenant, j'ai le plaisir de céder la tribune à Michael. Merci beaucoup, Sally. Comme Sally a dit, je travaille chez Katie depuis 13 ans maintenant, mais je travaille depuis 25 ans, plus que 25 ans, comme bénévole. Katie a commencé, lancé son travail il y a presque 25 ans maintenant. Et c'était un organisme où le monde, les personnes qui vivaient avec le VIH partageaient ce qui marchait pour eux. Et si vous vous souvenez, il y a 25 ans, il n'y avait pas de traitement pour le VIH. Ça fait depuis 1996 qu'on a des traitements antirétroviraux. Mais avant ça, c'était les personnes qui vivaient avec le VIH qui partageaqu'ils avec des autres ce qui marchait pour eux. Ça aurait pu être des vitamines, certaines thérapies qu'on voit maintenant qu'ils ne marchent pas, mais c'était pour et par les personnes qui vivent avec le VIH. Depuis 9 ans, on a élargi notre mandat pour inclure la prévention et aussi l'hépatite C. Et on produit peut-être 15 publications. Celui qui est le plus connu est Vous et votre santé, ce qui est comme de Bible pour le monde, les personnes qui vivent avec le VIH. Mais on a sur ligne plusieurs céréales, point de départ, point de mire sur la prévention. On vise maintenant les travailleurs, les travailleuses de première ligne. On a toujours des ressources pour les personnes qui vivent avec le VIH, mais on essaie de donner les informations qui sont plus biomédicales. Et c'est les personnes qui travaillent à première ligne qui peuvent faire cette dernière étape de travail de connaissances, traduction de connaissances pour le donner aux populations prioritaires. Les populations prioritaires au Canada pour le VIH sont toujours les hommes gays, les personnes qui viennent des communautés indigènes, des personnes qui s'injectent avec la drogue, et les femmes particulièrement qui viennent des pays où le VIH est endémique. Alors, ce qu'on fait, c'est aujourd'hui, on parle de la charge virale indétectable. Et juste pour une idée de c'est quoi cette charge virale indétectable, la charge virale c'est une des deux mesures importantes pour voir la santé de quelqu'un qui est séropositif. Et c'est une mesure, on dit le nombre de copies ou le nombre de petits virus qui est dans un millilitre de sang.
Vous savez probablement que un millilitre de sang, c'est juste quelques gouttées de sang. Quand quelqu'un est nouvellement infecté avec le VIH, et c'est fort probable qu'ils ne savent pas qu'ils sont séropositifs, la charge virale dans ce millilitre de sang, ça peut être jusqu'à 1 million de copies, 1 million de virus dans ces quelques gouttées de sang. Et c'est avant que les tests pour le VIH peuvent donner une réponse qui sont séropositifs. Ça peut prendre jusqu'à 90 jours avant d'avoir une test qui va donner la bonne réponse si quelqu'un est positif ou négatif. Alors, le monde qui sont le plus infectieux sont les personnes qui ne savent pas, en général, qui sont séropositifs. Et on voit qu'il y a 80% des nouvelles cas qui viennent de quelqu'un qui est nouvellement infecté lui-même. Alors, c'est important de voir, aujourd'hui on va voir et on va discuter de la charge virale indétectable comme outil de prévention qui réduisent le risque de transmission sexuelle, mais il ne faut pas oublier que l'objectif principal du traitement, c'est de ralentir la progression du VIH afin que les personnes atteintes du virus puissent vivre en bonne santé. Alors, on sait qu'il n'y a pas de cure, il n'y a pas de guérison pour le VIH maintenant, mais les médicaments qu'on a peuvent garder quelqu'un en bonne santé, et c'est important de commencer presque au début. Mais on sait aussi qu'il y a des réservoirs où les médicaments, ils ne peuvent pas les atteindre le VIH qui est là, et que si quelqu'un arrête les traitements, dans une trentaine de jours, ils vont être là où ils étaient au début. Alors, c'est pas une cure, mais c'est très efficace. Et comparé il y a en 96 ou même il y a une dizaine d'années, là où il y avait du monde qui prenait comme 18 jusqu'à 24 pilules par jour, des uns à jeûne, des autres avec la nourriture, et qui avaient des médicaments eux-mêmes, des effets indésirables assez importants. Maintenant, on a quelqu'un peut vivre, prendre juste une pilule par jour, et aussi même s'il y a toujours des effets secondaires des médicaments, ils ne sont pas aussi graves qu'on voyait au début des traitements. Alors, il ne faut pas oublier que les traitements, c'est vraiment pour garder le monde qui vit avec le VIH en bonne santé. Un peu de mise en contexte. On va regarder deux études et aussi une déclaration suisse un peu qui ont donné les informations qu'on pourrait dire que indétectable égale intransmissible. Ça veut dire l'évidence qu'on a maintenant, ça démontre que quelqu'un qui a une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le VIH à quelqu'un d'autre. Le I égale I, on va voir, c'est un slogan, mais il faut voir que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Alors, ce que j'avais déjà dit, que la charge virale est la quantité de VIH dans le sang d'une personne. Le test de charge virale indétectable dans le sang, et lorsque la quantité de virus est tellement faible qu'il est impossible de mesurer. Ça veut dire par la technologie qu'on a maintenant qu'on ne peut pas le voir. Jusqu'à il y a 3 ans, je pense que indétectable, ça voulait dire qu'une charge virale moins que 600 copies dans un millilitre de sang. Maintenant, on est à 40 ou à 50 copies dans le virus avec la technologie qu'on a. Et dans les endroits comme le Québec, on voit qu'on va
instaurer la technologie où on peut voir jusqu'à vraiment négligible de moins que 10 copies du virus. Alors, quand on dit indétectable, ça veut dire qu'il y a du virus qui est là, mais il n'y a pas assez pour transmettre le VIH. Alors, le traitement efficace du VIH réduit la charge virale en freinant la réplication du virus. Maintenant, on est dans un bon état pour les médicaments, que pour tout le monde que je connais au Canada, qu'il y a un médicament qui peut réduire la charge virale jusqu'à que c'est intransmissible ou jusqu'à c'est indétectable. Et ça, c'était pas le cas il y a quelques années qu'on voit que si quelqu'un est pas observant, ça veut dire de prendre les médicaments comme il faut tous les jours, il y avait la possibilité qu'il y avait des résistances qui développent. Mais on voit que de nos jours, c'est pour, je dirais, pour quasiment tout le monde qui a une formule, une série de médicaments qu'ils vont prendre, qui vont marcher. Moi, j'avais dit qu'on peut prendre une pilule par jour, mais ça veut dire que dans cette pilule, il y a plusieurs molécules qui sont en fonction. Si vous connaissez un peu la biologie, la microbiologie du VIH, on sait qu'il faut arrêter ce processus de réplication à plusieurs stades dans le cycle de réplication. Alors, on a cette possibilité d'avoir plus qu'une seul moyen d'attaquer le VIH dans une seule pilule. L'atteinte et le maintien d'une charge virale indétectable sont bons pour la santé générale et prévient la transmission sexuelle du VIH. Et je dis transmission sexuelle, et on va voir que cet énoncé I égale I, ça parle de la transmission sexuelle, et on va voir pourquoi ça fonctionne pas dans les autres cas. Dans la plus grande partie du temps, c'est qu'on n'a pas étudié comment l'intransmissibilité, ça va marcher avec des autres moyens de transmettre le VIH. Alors, qu'est-ce que cet indétectable égale intransmissible ou I égale I? Il s'agit d'une campagne promue par un groupe de personnes vivant avec le VIH, de défenseurs des droits et de chercheurs. Et c'est une campagne américaine au début par des personnes vivant avec le VIH par le Prevention Access Campaign. Et un peu l'histoire du fondateur, c'est Bruce Richmond, un Américain, qui, il y a quelques années, je pense qu'il y a 4 ans, qui avait des relations sexuelles avec quelqu'un qui était négatif, séronégatif, voulant dire qui avait pas le VIH, et le condom s'est brisé. Il est allé, Bruce Richmond, il était séropositif ou positif lui-même, et il est allé chez son médecin lui disant qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là avec mon partenaire sexuel. Et son médecin lui a dit, tu sais, c'est fort probable qu'il n'y a pas de transmission. Alors il a posé la question, pourquoi vous dites ça? Et le médecin a dit, tu sais, de ce qu'on sait que quelqu'un qui a une charge virale, le VIH contrôlé, qui a une charge virale indétectable, il a dit, je pense qu'il y a c'est pas si possible que ça, c'est pas, il va pas le transmettre. Alors il a dit, ce Bruce Richmond là, il a dit, mais pourquoi vous dites pas ça au monde? Et le médecin il a dit, mais peut-être le monde ils vont abuser de ça. Alors Bruce Richmond il a dit que
il a commencé cette campagne disant que c'est important que le monde, il y a comme l'honnêteté de dire au monde ce qu'on sait, et le monde, ils vont prendre leurs propres décisions. Et aussi, il faut pas être si paternaliste que ça, de dire que moi, un homme gay du classe moyen, que moi, je peux avoir cette information-là, et l'autre monde, ils sont pas prêts pour ça. Alors, il a commencé cette campagne avec ces informations-là. Alors, I égale I, c'est un message simple et ça veut dire que pour faire mieux connaître les bienfaits du traitement pour la prévention, I égale I, et aussi pour réduire la stigmatisation. Et plusieurs personnes, on sait que le monde, les personnes qui sont séropositives, ils ont vécu longtemps avec cette idée qu'ils veulent protéger leur partenaire sexuel. Et c'est l'idée que on connaît toutes des cas de criminalisation, mais en réalité, la plus grande partie du monde, il veut protéger le partenaire, je dirais presque tout le monde, mais c'est important d'avoir la bonne information. Réduire la stigmatisation pour eux, ça veut dire le monde, c'est un changement de pensée que le monde, ils ont dit, mais je me vois comme un vecteur, quelqu'un qui peut transmettre le VIH. Alors, réduire la stigmatisation, ça veut dire qu'ils vont, qu'ils se voient comme quelqu'un qui, s'ils sont indétectables, qui vont pas transmettre le VIH. Alors, l'énoncé de consensus du I égale I, c'est les personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement antirétroviral et qui ont une charge virale indétectable dans leur sang courent un risque négligeable de transmission sexuelle de VIH. Selon des médicaments utilisés, la charge virale peut mettre jusqu'à 6 mois à devenir indétectable. La suppression continue et fiable du VIH nécessite la sélection d'agents appropriés et une excellente observance du traitement. On devrait effectuer les contrôles réguliers de la suppression virale du VIH afin d'assurer la santé de la personne et les bienfaits de la santé publique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que I égale I, c'est correct, mais il faut avoir certaines autres choses en place. Ça veut dire que il faut il faut supprimer le virus. Ça veut dire d'être certain qu'on est indétectable et que même si 80% du monde ils vont supprimer le virus dans les 8 premières semaines d'un traitement, il faut avoir un suivi médical pour savoir que c'est vraiment indétectable, mais aussi de voir peut-être chaque 3 mois ou chaque 6 mois avec son médecin que il y a un maintien, que ça reste indétectable. Alors, il faut avoir un bon médicament qui va supprimer. Il faut avoir un suivi médical et aussi, il faut avoir une excellente observance. Et on va discuter un petit peu sur ça, qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas avoir cette observance et on sait que c'est lié aux déterminants de la santé. Il faut avoir un toit sur la tête, la bonne nourriture, accès à ces deux-là pour que ça marche. Chez Katie, on a décidé de ne pas servir de
de cet terme négligeable parce que c'est un peu flou, c'est pas, ça, le monde pose des questions avec ça, mais on l'a fait comme l'énoncé du consensus, sauf qu'on a dit par les études qui se sont faites, on n'a pas vu une transmission qui s'est faite. Et on va regarder ça tantôt. Alors, un peu historique, la mise en contexte, qu'il y a la déclaration suisse et deux autres études. Et la déclaration suisse, ça fait presque 10 ans que c'est fait. Et c'était pas une étude, c'est une survol des records en Suisse. On sait peut-être que les Suisses qui ont un très bon système d'observation, où ils ont regardé tous les cas de VIH dans le pays et qu'ils ont regardé une décennie de recherche. Ça veut dire 10 000 années personnes de suivi. Ça veut dire si on a une personne qui est suivie pendant 5 ans, que c'est 5 années personnes de suivi. Et ils ont vu qu'ils n'avaient pas de transmission du VIH dans les cas où le monde portait un condom. Alors, ils ont vu que ces études majeures ont appuyé IEGALI. Sauf qu'il y avait besoin de quelque chose qui étudierait vraiment la transmission, de voir plus contrôlé et randomisé. Mais on a vu que certains éléments sont nécessaires pour qu'on puisse se fier à une charge virale indétectable comme stratégie de prévention du VIH. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont sous un traitement antirétroviral qui réussissent à avoir une charge indétectable ou à la maintenir. Alors, la déclaration suisse, c'était vraiment pour voir avec les couples hétérosexuels qui étaient séro-différents, ça veut dire où une des partenaires était positive et une des partenaires était négative, qui voulaient voir s'ils pourraient avoir un enfant naturel, ça veut dire sans condom, sans capote. Alors, on a vu que la déclaration suisse, ça avait besoin de plus de contrôle. Alors, presque immédiatement, il y a 2 études qui ont démarré. Ces études, le HPTN 052, c'est le premier, visait à voir s'il y avait des cas de transmission et si c'était par ces moyens plus rigoureux de voir s'il y avait la possibilité de transmission. Alors, c'est démarré peut-être il y a 8 ans, l'HPTN 052, c'est avec 1763 couples hétérosexuels séro-différents qui n'avaient pas commencé les traitements antirétroviraux et ils ont fait une répartition aléatoire, la moitié pour commencer tout de suite le bon traitement et l'autre moitié pour reporter le traitement à plus tard. Les résultats préliminaires ont révélé une réduction de 96% du risque de transmission du VIH parmi les couples traités immédiatement. Il faut voir que dans l'étude HPTN 052, que tout le monde, ils ont eu du counseling safer sex, le sexe sécuritaire, pour qu'ils portent le capote, tout le monde, tout le temps. Alors, il y avait cette double possibilité de prévention, de traitement et aussi de capote.
Alors, dans les résultats finaux, il y avait 8 transmissions du VIH qui sont produites entre les partenaires pendant la personne séropositive suivait le traitement. Mais on voyait que sur ces 8 cas, qu'il n'y avait aucune transmission qui s'est produite lorsque la charge virale était indétectable. C'est que le monde, c'était pendant qu'ils étaient dans cette période au début d'un traitement où ils voulaient supprimer le virus ou peut-être où il n'y avait pas une charge virale indétectable qu'on voyait qu'il y avait une charge virale. Alors, on va voir un peu plus pourquoi ces transmissions ont eu. Alors, les 4 transmissions du VIH sont produites au cours des 3 premiers mois du traitement. Ils peuvent s'écouler 6 mois ou plus avant que la charge virale devienne indétectable. Alors, on voit dans ce tableau-là en bas le nombre de personnes qui pourraient avoir une charge virale indétectable dans les 3 mois après avoir commencé les traitements était 76%. Et on voyait avec ces traitements qui sont assez vieux maintenant, qu'à 12 mois, qu'il y avait 91% du monde qui avait une charge virale indétectable. Alors, c'était pendant ces périodes-là que le monde, ils n'avaient pas une charge virale indétectable, que quand le partenaire était dans cet état-là d'avoir la détectabilité, qu'il y avait cette possibilité de transmission dans 4 transmissions. Dans des autres cas que l'HPTN 052, ils ont trouvé que 4 transmissions du VIH sont produites à cause d'un échec thérapeutique. Ça veut dire que les médicaments, ça marchait plus. Alors, ce que cette étude a démontré, c'était vraiment que le monde devrait être suivi et d'atteindre et maintenir une charge virale indétectable en tout temps. Ça aurait pu être une mauvaise observance, ça veut dire que le monde ne prenait pas les médicaments comme il fallait, et parfois le monde est dans une situation où c'est difficile de prendre les médicaments, comme on a dit, ou ça aurait pu être la toxicité des médicaments. Alors on va voir un peu la deuxième étude qui a vu la HPTN 052, l'étude partenaire, ça essaie d'avoir des choses, d'avoir plus d'informations et pour plus de monde. Et c'était pour évaluer le risque de transmission du VIH quand il n'y avait aucune condom utilisé et que le partenaire séropositif avait vraiment une charge virale indétectable. Alors, on voyait c'était une population plus élargie. Il y a 485 couples sérodifférents hétérosexuels et 282 couples sérodifférents du même sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui prenaient tout le monde les antirétroviraux, de partenaires séropositifs évidemment, et qu'ils n'utilisaient pas des condoms. Alors c'était les traitements, c'était l'indétectabilité, c'était le seul moyen de prévention. Alors cette étude-là aussi, il y avait dans tous les continents, dans l'Afrique, l'Asie, l'Europe et au Canada, les États-Unis et en Australie aussi. Dans cette étude-là, les résultats préliminaires n'ont révélé aucune infection pour le VIH lorsque la charge virale était indétectable, malgré plus de 44 000 actes sexuels sans condom. Alors, on dit que c'est assez concluant.
les résultats, sauf qu'on voyait comparé au HPT 1052 que pendant tout cet essai, que le partenaire séropositif avait une charge virale indétectable et qu'il n'y avait pas d'autres moyens de protéger le partenaire séronégatif. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas de condom. Et je ne sais pas si vous connaissez le PrEP ou la prophylaxie pré-exposition. Ça veut dire qu'un partenaire qui est quelqu'un qui est séronégatif, qui prend des médicaments antirétroviraux pour se protéger. Alors, c'est un autre sujet de webinaire peut-être, mais c'est un autre outil dans la boîte à outils, ou le PPE qui est la prophylaxie post-exposition, où après avoir une relation sexuelle non protégée, où la personne séronégative était à risque, qui commence à prendre les médicaments pour une période de temps. Alors, quand en 2016, juillet 2016, on voyait l'étude qui avait ce montant de 58 000 actes sexuels non protégés, et ça c'était parmi les couples gays et les hétérosexuels. Mais on dit que qu'il y avait certains cas d'infection, des nouvelles infections, mais il n'y avait aucune transmission du VIH lorsque la charge virale était indétectable. Ces 11 infections par le VIH ont eu lieu, mais aucune n'était associée aux partenaires inscrits à l'étude. Alors, je vais expliquer un petit peu que on peut voir par le code génétique la racine génétique du virus que quelqu'un qui a, d'où ça vient. Alors, les 11 transmissions, c'est produit quand quelqu'un avait des relations hors de la relation avec son partenaire. Alors, on pose la question, et c'est quelque chose on voit maintenant, on voit qu'il n'y a aucune transmission qui se fait quand son partenaire a une charge virale indétectable. Une des questions qu'on pose souvent, c'est oui, on est protégé du VIH, mais si le monde commence à avoir des relations sans condom, ça veut dire qu'il y a la possibilité d'autres infections transmises sexuellement. Et on voit qu'il y a quelque chose comme le syphilis qu'on pensait peut-être qu'il n'y en avait plus au Canada, qu'on voit que ça commence à en avoir. Mais c'est important que c'est toujours important pour le monde qui ont des relations sexuelles avec les personnes qui ne se connaissent pas, de se protéger, de voir sa tolérance à la risque, qu'est-ce qui sont, c'est quoi les limites. Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours, avec certaines populations, de faire du counseling là-dessus. On voit aussi qu'il existe des situations rares où la transmission du VIH peut se produire pendant que la charge virale est détectable. Ça veut dire que si quelqu'un qui n'a pas un suivi médical, un test de la charge virale 2 ans auparavant, peut-être c'est pas valide 2 ans après. Et on voit aussi que ça s'applique seulement à la transmission sexuelle, et on va regarder les autres cas.
Les autres modes de transmission, comme le partage de matériel d'injection, comme partager les seringues, il y a beaucoup plus de possibilités de transmission par de quelqu'un qui est séropositif à quelqu'un qui est séronégatif si on partage les seringues. Et on voit que maintenant, cependant, qu'on n'a pas les données pour conclure que le risque est négligeable pour le partage de matériel d'injection. C'est quelque chose qui mérite plus d'études. Et aussi, il faut faire la promotion la réduction des méfaits comme des échanges des sites d'échange de seringues. Aussi, il y a la transmission verticale, ça veut dire la transmission qui se fait pendant la naissance. Et au Canada, il faut dire que ça fait depuis une dizaine d'années, il y a 2 cas de transmission verticale à l'enfant pendant que l'accouchement. Et ces 2 cas-là étaient vraiment les personnes qui étaient hors du système médical. On voit que l'administration ou la prise de médicaments, même pendant l'accouchement, ça peut vraiment arrêter la transmission. Mais c'est quelque chose que ça égalise, que ça ne comprend pas la transmission verticale. Il y a aussi la recherche qu'il faut faire pour l'allaitement du mère à l'enfant. Le lait maternel, on sait que ça peut contenir du VIH, même si la charge virale est indétectable. Il y a plusieurs liquides qu'on voit qu'il y a une existence du VIH, mais on le voit juste dans le sang. Avec l'allaitement, c'est toujours conseillé de donner la formule à l'enfant, mais c'est quelque chose qui mérite plus d'études aussi. Une chose qui est importante de voir, c'est la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH, et ça change comment le monde se voit, comment le monde qui se voit comme un vecteur, comme il pourrait voir le VIH, avec la charge virale indétectable, ça veut dire qu'on ne transmet pas le VIH. Alors ça change comment le monde pense d'eux-mêmes. Il faut dire que dans notre système judiciaire, que quelqu'un qui est séropositif, il devrait toujours dire à son partenaire qui est séropositif, même s'il a une charge virale indétectable. Et comme Sally a mentionné au début que vendredi passé, c'était la journée mondiale du VIH, du sida, et dans le Parlement canadien, que les libéraux, ils ont déclaré que ils vont passer une loi qui dise que si quelqu'un a une charge virale indétectable, ils devraient pas, ils sont pas obligés à divulguer leur statut. On dirait peut-être, mais pourquoi pas divulguer si on est séropositif? Mais ça fait partie de cette stigmatisation qui se fait. Alors, on va voir dans les mois qui viennent, mais si ils vont passer la loi, jusqu'à maintenant, notre système judiciaire il est un peu en arrière avec ces preuves biomédicales que je présente maintenant. Alors, j'ai ici cette idée, c'est quoi la stigmatisation?
le processus social qui peut renforcer les rapports de puissance et de contrôle. Elle entraîne une perte de statut et la discrimination pour les personnes stigmatisées. Alors, on voit aussi que ça prend plusieurs formes, la stigmatisation par les individus ou la communauté, la stigmatisation institutionnelle et la stigmatisation de soi. Et c'est quelque chose que beaucoup de monde qui sont séropositifs, qui ont cette vue-là, qui méritent pas d'être aimés, qui devraient pas avoir des relations sexuelles. Alors, quel impact que ça peut avoir? On voit que en Ontario et au Québec, que des règles que dans les cours, les lignes directrices, ils sont déjà un peu moins rigides de qui on va criminaliser. Alors, si quelqu'un a une charge virale indétectable, ils disent maintenant qu'il faut pas, on peut pas le dénoncer et être criminalisé. Alors, aussi, on voit, comme j'avais dit, que dans le Parlement canadien, si on va passer cette loi-là, que c'est à cause de l'évidence, les preuves biomédicales d'indétectabilité qui changent aussi comment on va criminaliser le monde. Alors, ça réduit la stigmatisation. Dans mon propre travail de parler de e-EGalie avec les personnes qui vivent avec le VIH, je vois vraiment un changement que le monde souvent très isolé qui commence peut-être de penser à peut-être ils peuvent être aimés eux-mêmes. Alors, il y a la stigmatisation ici dans le système de santé et on voit, ça c'est les études qui sont faites par une infirmière d'Ottawa, Marie-Lou Gagnon, qui démontre la stigmatisation déjà chez les fournisseurs de soins et aussi dans la vie de tous les jours. Alors, il y a 41,3% du monde qui ont déjà senti la stigmatisation dans le système de santé. Et on voit aussi que chez les membres de famille et les amis, qu'il y a aussi une stigmatisation. Je pense qu'on connaît tous les histoires du monde qui invite quelqu'un à souper, mais qui donne des choses jetables, des ustensiles et des plats, des choses qu'on peut jeter après, parce qu'il ne connaît pas qu'on ne peut pas transmettre le VIH par l'air ou par servir des mêmes ustensiles. Alors, ça c'est un blogueur américain qui dit ça. Il y a un site qui est dans body.com, un site américain semblable un peu à Katie, on est plus biomédical, mais il a dit l'intérioriser le fait que je ne peux pas transmettre le VIH à personne a un effet sur moi qui est difficile à décrire. Il dit qu'ils peuvent seulement comparer au jour où le Cour suprême a voté en facteur de l'égalité en matière de mariage. Alors on peut regarder ça un peu plus tard, parce que je vais avoir le temps pour des questions. Pour le monde qui travaille avec les personnes qui vivent avec le VIH, comment est-ce qu'on devrait parler de l'indétectabilité? Il faut en premier dire que les tests réguliers de la charge virale sont importants.
et d'attendre jusqu'à on a une charge virale indétectable. Et pour quelqu'un qui commence les traitements, ça peut prendre un peu de temps, jusqu'à 6 mois, mais on voit que pour la plupart du monde, c'est avant, mais c'est important d'avoir ces tests. Aussi que certaines personnes qui ont la difficulté de maintenir la charge virale indétectable dans une telle situation. On a parlé d'échec virologique, qui est 2 tests consécutifs où il y a une augmentation de la charge virale. Et ça, je pense qu'on peut tous aider le monde à avoir une bonne observance, ou si le traitement ça fonctionne pas, de le changer. Alors, le soutien aux clients, des messages qu'on a, I égale I, l'indétectabilité égale l'intransmissibilité. Ça, c'est quelqu'un qui est un slogan, mais il faut qu'on fait du counseling avec le monde, d'être un suivi médical, de changer les traitements si ça marche pas, et de faire la promotion et d'aider le monde d'avoir une bonne observance thérapeutique, de prendre des médicaments tous les jours comme il faut. Alors, je pense que au Canada, c'est quelque chose que presque tout le monde, il peut faire ça, tout le monde peut faire ça, alors il faut avoir cette assistance-là. Alors, les défis qu'on a, qu'en est-il des personnes qui arrivent pas à atteindre une charge virale indétectable? Est-ce qu'on crée une nouvelle classe de stigmatisation pour ce monde-là? Ça, c'est un défi. L'enjeu lié aux criminalisations du VIH, que j'ai parlé que on va peut-être avoir une loi où on ne va pas criminaliser le monde séropositif qui peuvent atteindre l'indétectabilité. Et aussi, d'autres facteurs pourront influencer la capacité des gens à atteindre et à maintenir l'indétectabilité. Et je pense que c'est dans certaines communautés qu'il faut faire la promotion de l'indétectabilité et aussi de combattre la stigmatisation. Alors, il faut souvenir toutes ces choses ici. Je pense que c'est comme un résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais aussi c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. C'est quelque chose qu'on voit pas c'est pas c'est une grande avancement médical, mais il faut faire l'éducation de tout le monde, de voir qu'il n'y a pas de cette possibilité de transmission avec quelqu'un qui est indétectable. Alors, je pense que c'est tout pour ma présentation. Je dois remercier nos partenaires, l'Association canadienne des travailleurs sociaux. Et si vous avez des questions, je suis là pour encore 15 minutes, je pense. Oui, c'est ça. Alors, un très grand merci pour cette excellente présentation, Michael. C'est vraiment une recherche avec beaucoup de complexité qui concerne les droits humains et l'autodétermination, je pense. Et oui. Je suis impatient de prendre quelques questions. Alors, je saute dedans. Notre première question, je pense, arrive vraiment au point, ou peut-être au cœur des inquiétudes des gens. Et c'est, devrions-nous nous inquiéter que ces recherches ou ce message peut-être pourrait être interprété comme disant aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser des condoms ou des préservatifs? Oui, je pense qu'on voit que c'est pas nécessaire pour quelqu'un qui a une charge virale indétectable, et je pense que le monde, ça doit être clair c'est quoi l'indétectabilité. La deuxième chose, c'est que
cette possibilité d'autres infections transmises sexuellement, la possibilité de les avoir. Alors, c'est à chaque personne à décider quand c'est le moment de ne pas porter un condom. On voit que on ne va pas faire un jugement de dire le sexe anonyme, par exemple, peut-être quelqu'un va décider de servir d'un condom. Peut-être ils vont poser plus de questions sur si quelqu'un dit qui est indétectable, qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là. Alors, il y a toujours ce jugement, il y a toujours la possibilité des risques et tout le monde est responsable pour eux-mêmes, c'est ça. Oui, oui. Les prochaines questions, je pense, sont un peu plus techniques, je dirais. Et pendant votre présentation, vous avez fait référence à certaines différences entre les populations. Y a-t-il une raison biologique pour laquelle différents groupes de personnes pourraient être moins susceptibles d'avoir une charge virale indétectable après le début du traitement? C'est une bonne question et on voit, et cette question s'est posée par certains groupes des femmes parce qu'avec le PrEP, la prophylaxie pré-exposition, pour les personnes qui sont séronégatives, qui prennent les médicaments pour ne pas avoir le VIH, ça peut prendre plus de temps chez les femmes d'absorber les médicaments dans les tracts vaginaux. Alors, on voit avec ça qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Au niveau biologique, une fois qu'une personne a atteint l'indétectabilité, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Au niveau de l'observance, et ça c'est plus sociologique, on voit que chez les femmes qui sont enceintes, qui prennent les médicaments, sont les plus observantes parce qu'ils ne veulent pas transmettre le VIH à l'enfant ou d'avoir cette transmission verticale. Mais on voit aussi que chez les femmes qui sont plus, comment on dit, ils prennent soin des autres, Oui. et qui peuvent cacher leurs médicaments, qui veulent pas voir, ils veulent pas que les enfants pensent qu'ils sont malades, qui sont moins observants. Alors, il y a un peu dans la promotion de la santé des femmes, peut-être de voir que de prendre soin de soi, c'est très important avant qu'on peut prendre soin des autres. Alors, oui. C'est tellement complexe. Je pense que cette question suivante reflète ça et reflète aussi, c'est lié à l'autre réponse. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'allaitement maternel et la transmission de VIH? Oui, mais on peut avoir plus d'informations chez Katie qu'on a une ressource qui s'appelle Point de mire, qui est sur l'évidence et les études qui se font en prévention. Mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en cause chez l'allaitement maternel. C'est qu'on sait que tout de suite, quand une femme commence à allaiter, il y a plus de virus dans le lait maternel, que ça diminue avec un peu de temps. Mais il y a plusieurs dans l'allaitement, dans l'histoire de l'allaitement, où ça peut être plus. Ça peut être une fois un enfant, s'il y a des irritations au sein, qu'il y a du sang qui est dedans, qui a plus de possibilités. Si un enfant commence à avoir ses premiers dents, ça peut avoir plus de possibilités aussi. Mais vraiment, c'est qu'on ne l'a pas étudié. C'est important qu'on l'étudie avant de prononcer si c'est important. Et on voit dans certaines cultures le fait de nourrir son enfant est très important. Alors, c'est le temps qu'on l'étudie. Oui.
La prochaine est pas mal technique aussi, mais je pense très important pour les travailleurs sociaux. Et c'est comment cette recherche s'applique-t-elle aux personnes qui consomment des drogues? OK. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas l'évidence, qu'on n'a pas des preuves. On sait que la réduction des méfaits, l'échange de seringues, c'est aussi très important. Et il y a des réussites dedans quand on a accès à des seringues propres, que ça diminue. On sait aussi que le VIH s'est transmis 100 à 100 et c'est le plus direct 100 à 100 qu'on peut avoir, c'est le partage de seringues. C'est aussi quelque chose qu'on peut voir. Est-ce qu'on diminue, est-ce que l'indétectabilité dans le sang c'est différent avec les seringues que si la transmission sexuelle, il faut l'étudier. Oui. Oui. Cette prochaine cherche encore plus de spécificité, je pense. Et c'est est-ce que le VIH dans le sperme, les sécrétions vaginales ou rectales sont considérés comme indétectables quand il est indétectable dans le sang? Oui, ça peut être différent, c'est certain qu'on peut avoir détectable dans le sémence ou dans les fluides vaginaux quand on est indétectable dans le sang, mais on ne voit pas que ça a un grand effet. Il faut toujours, on ne sait pas avec une charge virale détectable, on ne sait pas le montant du virus, du VIH qu'il faut avoir pour le transmettre. On sait que quand on a commencé à étudier ces deux études-là, Partners et HPTN 052, c'est ça qui est très important, parce que les tests qu'on avait, peut-être ils mesuraient à 400 copies dans le sang et qu'il n'y avait pas de transmission. Alors, c'est quoi le montant qu'il faut avoir pour transmettre le VIH? On ne sait pas. On sait que dans les voies différentes, ça peut être on peut être détectable quand on est indétectable dans le sang, mais il n'y avait pas eu, on n'a pas eu de transmission avec le petit montant qu'il y avait. Oui. OK. On tourne un peu pour celui-là et ça touche un peu plus à la plaidoyer. Alors, Katie et Lac sont tous les deux des signataires aux déclarations de consensus communautaire de la coalition canadienne pour réformer la criminalisation de VIH. Et je comprends que cette recherche n'a pas d'impact maintenant sur les lois concernant la non-divulgation de VIH. Mais est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de pourquoi il est si important d'être premièrement au courant de ces lois et aussi de continuer à lutter pour des réformes? Je pense, on sait que le Canada, c'est un des pays qui criminalise le plus les personnes qui vivent avec le VIH. Et aussi, on voit qu'il y a que c'est plus des hommes africains, caribéens et noirs qui sont criminalisés aussi, qu'il faut poser la question pourquoi. Et aussi les cas les plus médiatisés sont aussi les hommes noirs. Alors on voit qu'il y a quelque chose dans notre système criminel et judiciaire qui est un peu biaisé. On sait aussi que pour criminaliser, et je dois dire que dans certains cas, il y a des personnes qui ont fait un acte criminel, qui voulaient transmettre le VIH. En même temps qu'avec les informations qu'on a maintenant, je pense que tous les Canadiens, séropositifs, séronégatifs, devraient être vigilants
de connaître comment se protéger. Et c'est pas juste les personnes qui vivent avec le VIH, parce que la stigmatisation est là, qu'on sait qu'on ne peut pas transmettre le VIH, mais on sait aussi que si on est indétectable, mais on sait aussi que la stigmatisation s'est nourrie par l'ignorance. Tu sais que le monde, cette évidence-là de ces deux études, Partner et HPTN 052, peut-être ça doit faire partie de notre éducation sexuelle. Oui. Parce que la stigmatisation est là à cause de l'ignorance. Oui. Alors, je pense qu'on a le temps pour une autre question, et c'est vraiment une question de résumé, on dirait, alors c'est à propos. Alors, puis-je vraiment dire aux gens que le risque de transmission de VIH avec une charge virale indétectable est de 0? Je pense qu'on peut dire ça, mais on devrait aussi le nuancer. Oui. Qu'est-ce que c'est une charge virale indétectable? Ça veut dire que quelqu'un est un suivi médical. Ça veut dire qu'ils ont des tests qui disent qu'ils sont indétectables, qu'ils ont une bonne observance, qu'ils n'ont pas de maladie d'infection transmise sexuellement. Ça veut dire d'être suivi, de voir qu'on n'a pas, parce qu'on sait que l'herpès et le syphilis, que ça peut augmenter la possibilité de transmission. Alors, oui, on peut dire ça, mais il faut le nuancer. D'accord. Merci encore à Michael et à Katie pour les partager avec nous aujourd'hui. Et je sais que j'ai beaucoup appris. Aussi, veuillez prendre quelques minutes maintenant pour prendre le sondage de Katie. Ça prend juste 2-3 minutes. Vous pouvez le trouver en cliquant l'icône du presse-papier en bas de votre écran. Pour ceux qui en ont besoin, le certificat de présence est disponible maintenant aussi en cliquant l'icône jaune à la bas de votre fenêtre. Alors, avec ça, une autre grande merci à Michael et à l'auditoire pour votre attention et à la prochaine. Merci.